Salam alaikum, nouvelle vidéo. Aujourd'hui spéciale parce que ça va faire une semaine de confinement. Et puis aujourd'hui j'ai décidé de faire quelque chose de différent. C'est de partager avec vous une de mes résolutions faites le confinement, c'était de lire beaucoup plus. Parce que bon, on a tous avec l'envie de lire beaucoup plus que ce qu'on fait. Et donc c'est une de mes résolutions. Et donc j'ai décidé, à part ça, de partager aussi avec vous la lecture. J'utilise beaucoup les audiobooks sur une application dont je ne vais pas faire la pub, parce que ça me permet de faire du multitasking, donc je peux faire deux choses en même temps. Et le bouquin que j'ai lu cette semaine, en fait, il traite d'un sujet d'actualité qui est celui des défenses de l'immunité, en fait, ou de l'immunologie. Il s'appelle The Elegant Defense, la défense élégante, écrit par Matt Richtel. Et il est revenu vraiment sur l'historique de cette science qui est celle de l'immunologie. Et j'ai découvert pas mal de choses que je voudrais partager avec vous, surtout en ce contexte-là où tout le monde compte sur son immunité pour rester en bonne santé, Inch'Allah. Et donc voilà, je vais partager avec vous en fait peut-être que ça va pas tenir en une seule vidéo pour ne pas faire quelque chose de trop long. Probablement je vais couper la vidéo sur 2 jours. Alors cet auteur, Matt Richtel, a décidé d'écrire ce livre quand il a vu un ami proche qui souffrait d'un cancer et qui a pu s'en remettre et qu'on a soigné grâce notamment à un médicament qui boostait l'immunité. Donc il s'est dit c'est tellement formidable que j'aimerais bien en connaître plus. Et donc il est revenu vraiment sur l'historique du début de cette science de l'immunologie qui n'est pas très ancienne par rapport à d'autres sciences, d'autres médecines. Et il a, à travers pas mal d'histoires, retracé en fait le chemin qui a été parcouru par l'homme pour justement découvrir comment est-ce que son corps était outillé pour se défendre. Alors il commence par quelque chose de très intéressant et de très parlant, c'est qu'il dit que notre corps finalement c'est comme une fête. Il se passe beaucoup de choses dedans et c'est une fête où il y a des milliards d'invités, milliards de participants et vraiment des milliards et des milliards parfois. Ça peut être des cellules, ça peut être des bactéries, des virus, etc. Et puis on a les cellules du système immunitaire qui font un travail monstre au quotidien. Quand on dort, quand on est éveillé, quand on s'entraîne, quand on est en bonne santé, quand on est malade, tout le temps, les cellules de notre système immunitaire vont faire principalement 2 types de travail. D'abord, un travail de ménage pour éliminer les toxines, parce que tous les métabolismes du corps vont forcément produire des déchets. Et donc, les cellules du système immunitaire vont venir balayer et enlever en fait tous les déchets qui sont causés par le stress, par la nutrition, l'alimentation, par l'exercice, par la respiration, par tous les métabolismes, tout type de métabolisme dans le corps. Ça, c'est le premier rôle. Le deuxième rôle, et on imagine toujours cette idée de la fête, ce sont eux qui vont faire la sécurité. Donc ils vont être responsables de la sécurité dans notre corps et ils vont venir pour chasser les intrus ou les troubles faits. Donc il y a à chaque fois des troubles faits dans certains événements et la sécurité est là pour venir dire « Ah, vous monsieur, vous n'avez rien à faire ici », etc. Donc ça c'est les 2 principales fonctions que nos cellules, les cellules du système immunitaire vont faire constamment sans qu'on s'en aperçoive. Quand on parle d'intrus, on parle de pathogènes et il y en a principalement 3. Il y a tout ce qui est bactéries, il y a tout ce qui est virus et il y a aussi les parasites. Alors dans son bouquin, Matt Richter s'est beaucoup attardé sur les bactéries et les virus. Parce que les parasites ont un autre système, donc il a préféré, en fait, il l'a dit depuis le début du livre, qu'il voulait vraiment se concentrer sur les bactéries et les virus. Ces pathogènes, les bactéries et les virus sont minuscules, ils sont tout petits.
il a dit que pratiquement une bactérie, on peut rentrer 1000 bactéries dans une seule cellule humaine. Et on peut rentrer 1000 virus dans une seule bactérie. Donc on parle de l'infiniment petit, c'est très très petit ce dont on est en train de parler. Mais dans le cas par exemple des bactéries, il n'y a que 1% des bactéries qui sont nocives, qui sont dangereuses pour l'humain. Mais en même temps, certains peuvent être très 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 dangereux. On a vu la peste noire qui a pratiquement tué 30% de la population en Europe. Il y a la salmonelle qui est très courante, les Escherichia coli, et puis en termes de virus, il y a l'Ebola, il y a le HIV, ou le VIH français, et puis il y a le coronavirus qu'on vient de voir. Bon, le bouquin a été écrit en 2019, donc il ne parlait pas du Covid-19, mais a retracé en fait les virus les plus virulents. Alors maintenant, la question essentielle, c'est comment est-ce que notre corps arrive à se défendre contre ces pathogènes. Alors il y a eu 3 découvertes majeures depuis le XVIe siècle. D'abord, il y a eu un anatomiste italien, Fabricius, je ne me rappelle pas du nom, qui a premier découvert chez le poulet ce qu'il appelait la bursa, qui est un organe qui en apparence ne servait à rien du tout. Donc la bursa qui est juste au-dessous de la queue du poulet, et il a été le premier à se poser la question de se dire à quoi est-ce que ça sert cette bursa. Ensuite, au XVIIe siècle, encore un Italien qui, en disséquant un chien, a trouvé des veines blanches. Et il ne comprenait pas, parce que le système sanguin, le système de circulation sanguine devait trouver du sang rouge, alors qu'il a trouvé du sorte de sang, mais de couleur blanchâtre. Ensuite, il faut aller jusqu'au XIXe siècle, où en Italie, encore une fois, bon là, il y avait déjà des microscopes, et il y avait un chercheur qui, sous le microscope, il étudiait des étoiles de mer. Et sur une étoile de mer, il a découvert au microscope qu'il y avait des sortes de cellules qui bougeaient. C'est des organismes, il appelait ça. On n'appelait pas encore ça cellules, mais c'est des organismes transparents qui bougent. Et il ne comprenait pas à quoi est-ce qu'ils servaient. Donc ils bougeaient dans tous les sens, mais il ne savait pas. Il a juste émis une hypothèse. Il a pris des épines de rose qu'il a mis, avec lesquelles il a transpercé la peau de cette étoile de mer, vivante bien sûr, et il s'est endormi. Le lendemain matin, il a trouvé toujours au microscope que tous ces organismes-là transparents qui se déplaçaient se sont agglomérés et ils ont contourné en fait l'endroit où il y avait les épines de rose. Donc il a compris qu'il se passait quelque chose, c'était un mécanisme de défense. En fait, ce qu'il avait découvert, c'était la théorie des phagocytes. Phagocytes, qui est le tout début de l'immunologie, c'est qu'il y a certaines cellules qui peuvent manger d'autres, qui peuvent les phagocyter. Justement, même en langage en français, ça existe. Phagocyter, c'est lorsqu'une cellule en mange une autre. Ensuite, il faut aller jusqu'aux années 50, où un docteur du nom de Jacques Miller, un docteur français mais qui travaille à Londres, a découvert un organe. De la même manière que l'Italien qui a découvert la bursa du poulet, il a découvert le thymus. Alors, qui était une sorte d'organe, et il se posait la question à quoi ça servait. Et il travaillait, bon, à l'époque on travaillait toujours sur les souris. Et en fait, il a découvert qu'en enlevant ce thymus-là des souris, elles mouraient toutes d'infections diverses. Alors il a injecté même des cellules cancéreuses aux bébés souris qui n'avaient pas un thymus développé. Il avait remarqué que les bébés souris avaient un thymus qui n'était pas très développé, et elles mouraient de ces cellules cancéreuses. Alors que les mêmes cellules injectées à des adultes, à des souris adultes, pouvaient s'en défendre, elles s'en portaient mieux après. Donc il a déduit en fait que c'était grâce à leur thymus.
Alors Jacques Miller avait quand même trouvé, c'est une trouvaille, c'est une découverte qui est quand même très intéressante. Par contre, il ne pouvait pas répondre à une question qui était évidente, c'est comment est-ce que le corps justement, de quel type d'intelligence est-ce que le corps est doté pour pouvoir faire la différence entre des cellules normales et des cellules, on va dire, intruses, qui ne sont pas censées être là, des cellules anormales. Donc il n'avait pas la réponse. Qu'est-ce qui fait partie de nous et qu'est-ce qui est différent en fait, qui ne fait pas partie de nous et qui va être attaqué par le système immunitaire. Alors il a fait il savait que le corps savait faire la différence. Il avait même fait des expériences de greffe de peau sur des souris encore une fois. Donc il a greffé des peaux d'autres souris sur une autre souris et automatiquement le corps s'en défendait. Donc il rejetait cette greffe parce qu'il reconnaissait ça comme un corps étranger. Et lorsqu'il enlevait le thymus, cette greffe pouvait prendre, le corps ne se défendait plus. Ça, c'était une première partie de la découverte. La deuxième partie, c'est qu'il a découvert, en faisant des analyses du sang, que le sang des souris qui ont un thymus était différent du sang de celles qui n'en ont pas. Celles qui avaient un thymus avaient automatiquement des cellules qui étaient plus nombreuses. Alors c'est les cellules-là, il les a appelées les cellules T, T comme thymus. Aujourd'hui, on entend parler de T-cells, ou les cellules T ou les lymphocytes T. Alors grâce à ça, il a compris que que le thymus sécrétait des cellules T, des lymphocytes, mais il ne comprenait toujours pas comment est-ce que le corps faisait la différence entre des cellules normales et des cellules exogènes ou intrus. Alors pour cela, il est revenu sur des recherches d'un immunologue qui s'appelait Paul Ehrlich, qui avait émis une théorie, comme quoi certaines cellules avaient des sortes de clés. Et que ces clés-là, ces cellules-là, les testaient sur plusieurs pathogènes jusqu'à trouver la bonne serrure. Alors une fois que cette cellule trouve la bonne serrure, il va attaquer. Parce qu'il y aura une correspondance entre la clé et la serrure. Et il avait appelé ça, Paul Ehrlich avait appelé les clés les anticorps et les serrures les antigènes. Donc si on a le bon anticorps face au bon antigène, forcément les anticorps vont arriver à attaquer et à détruire ce pathogène. En même temps, en 1951, parce que Jacques Miller a fait la principale de ses découvertes, de ses travaux dans les années 50. Alors en 1951, il y avait le cas d'un enfant qui était gravement malade, qui avait fait 18 pneumonies en pratiquement 18 mois. Et qui avait fait vraiment réfléchir les spécialistes de l'époque, les médecins, pour dire où est-ce que ça va pas. Alors le garçon avait un système immunitaire qui semblait bien fonctionner. Il avait un thymus en bon état et les analyses sanguines montraient aussi un niveau, un taux de lymphocytes T satisfaisant. Et pourtant, il était malade et il est mort en fait de ces pathologies. Alors il a fallu ensuite attendre jusqu'en 1965 où un scientifique, Max Cooper, qui travaillait sur un syndrome qui s'appelle le syndrome de Wiskott-Aldrich et qui produit les mêmes symptômes. Ce syndrome-là produit des symptômes de gens qui, en apparence, avaient l'air d'avoir un bon système immunitaire, mais qui ne pouvaient pas se défendre. Alors il a conclu, c'est la première fois qu'il a conclu que oui, les lymphocytes sont nécessaires, mais pas suffisants, qu'il devait y avoir un autre mécanisme qui se mettait en place pour aider les lymphocytes ou pour les compléter. Alors c'est Dr Jacques Miller, encore lui, qui va prouver la théorie de Max Cooper en découvrant les B-cells, les lymphocytes B. Alors B comme bone, parce que il a découvert ces lymphocytes dans les os. Donc c'est les os, plus précisément au niveau de la moelle, où ces lymphocytes B sont produites. Et on sait aujourd'hui que les cellules B, les lymphocytes B, représentent jusqu'à 40% des globules blancs. La question qui va se poser, c'est comment est-ce que les lymphocytes B et T travaillent ensemble.
comment est-ce que tout cela est orchestré. Alors, dès l'infection, ce qui se passe, c'est que le corps envoie les cellules, des globules blancs notamment, sur le site de l'infection. Au début sans précision, parce que le corps ne sait pas contre quoi il se défend. Donc il va envoyer beaucoup de cellules sur le site. Et c'est là où le rôle des lymphocytes T rentre en jeu. Les lymphocytes T ont des petites pointes qui lui permettent de reconnaître les pathogènes. Donc il va ratisser très large sur le site de l'infection et essayer de reconnaître. Une fois qu'il reconnaît en fait le pathogène en question, soit il va l'attaquer lui-même, soit il va faire appel aux lymphocytes B. Alors les lymphocytes B ont sur leur surface des anticorps qui sont de la protéine. Et c'est des milliards. Chaque cellule, chaque lymphocyte B a des milliards d'anticorps. Alors le corps va envoyer ces cellules qui vont tester les milliards d'anticorps jusqu'à tomber sur le bon anticorps qui correspond. Et on revient en fait à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'anticorps, la serrure qui doit, la clé qui doit correspondre à la bonne serrure. Donc une fois que ça correspond, la cellule B va attaquer et puis anéantir en fait le pathogène. Alors maintenant, l'auteur va poser une autre question qui est très pertinente, c'est comment est-ce que le corps va fabriquer autant d'anticorps que de pathogènes. Vous imaginez, vous êtes, bon là on est en pleine période de coronavirus qui est un pathogène qui est récent, comment est-ce que le corps va pouvoir trouver un anticorps? Alors, est-ce que le corps a des réponses à tout type de pathogène? La réponse est oui. Il y a un chercheur dans les années 70, un chercheur japonais, Sume Tsugawa, ou quelque chose comme ça, qui a trouvé en fait, qui a cherché dans le matériel génétique, notamment des cellules B. Il a trouvé qu'en fait, il y a des parties qui sont communes à toutes les cellules B, mais une grande partie, plus la cellule B mûrie, elle va perdre du matériel génétique et va être récupérée par les cellules B qui ne sont pas encore matures. Et en fait, ce phénomène-là, il va faire, ce sont les résultats de ces recherches en tout cas, va faire que, et d'ailleurs il a écrit un livre qui s'appelle The Infinity Machine, la machine de l'infini. C'est-à-dire que finalement, ces codes-là, ils sont infinis. C'est des séquences de codes génétiques qui sont infinies parce qu'on a presque l'impression que c'est aléatoire, mais ça ne l'est pas. Parce qu'il va y avoir une infinité de codes qui vont être générés jusqu'à trouver le code qui correspond à ce pathogène-là. Subhanallah. Donc on peut dire que notre corps a deux systèmes de défense. Il y a un système basique qui se met en place, c'est celui qu'on a vu au niveau de l'étoile de mer. C'est des cellules qui vont aller à l'endroit de l'infection et qui vont attaquer en injectant un enzyme. Et ça va être, ces cellules-là, ce sont les neutrophiles. Alors ces neutrophiles-là vont, une fois qu'elles font leur boulot, elles vont mourir. Et l'accumulation de ces cellules-là, de ces neutrophiles, c'est ce qui fait le pu. C'est une accumulation de cellules mortes de neutrophiles. Ça, c'est le premier système. Et ensuite, on a le système des lymphocytes T et B qu'on a vu. Alors, ce que j'ai appris aussi, c'est que ces cellules-là ont un système de communication entre elles. C'est les cytokines. Donc, c'est les cytokines qui permettent aux cellules de communiquer entre elles et faire en sorte qu'elles appellent à l'aide. Maintenant, les cytokines, c'est un système de message, mais aussi le message en lui-même, parce qu'on va voir c'est un système, et en même temps, il y a du contenu, c'est-à-dire que la cytokine va être envoyée aux autres cellules, mais avec l'information du type de pathogène qu'elle rencontre. Alors ces cytokines vont prendre plusieurs formes, par exemple l'interféron est un des cytokines utilisés par le corps pour communiquer une fois qu'on reçoit un virus dans le corps.
Par contre, ces cytokines peuvent aussi avoir des sortes d'effets indésirables, on va dire, qui sont voulus par l'organisme. C'est notamment la fièvre, ça peut être le fait de se sentir fatigué, sans énergie, etc., qui n'est pas un effet du virus en lui-même, mais c'est un effet du système immunitaire qui vous pousse à vous reposer. Parce qu'en vous reposant, vous allez moins utiliser et fatiguer le corps, et donc il va utiliser toutes ses ressources pour attaquer le pathogène, donc le virus. Alors voilà, finalement, bon, je vous ai fait pratiquement le résumé de tout le bouquin, parce qu'une fois que j'ai pris mes notes, j'ai vu qu'il y avait que ça s'enchaînait donc en termes de logique. Et voilà, donc je pense que je vais essayer de continuer en fait un résumé du livre du moment, une fois par semaine, peut-être tous les week-ends. Voilà, donc un sujet aujourd'hui d'actualité, mais avec assez scientifique, assez technique. Mais voilà, je voulais partager, histoire de culture générale. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et à très vite.